Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour à tous et bienvenue sur Politique sous influence. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux #PSI. Politique sous influence, c'est l'émission qui vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les réseaux sans jamais avoir osé le demander. Je suis Guillaume Bigot et elle c'est Juliette Briens. Et tous les deux, comme tous les samedis, nous allons décoder pour vous tout ce qui se trame sur les réseaux. Et cette semaine, Juliette, on va parler de la primaire de la gauche, enfin de ce qu'il en reste, et de la primaire et de la gauche. Et ça buzz sec sur les réseaux. On va vous parler du communisme. Que reste-t-il du communisme? Et s'il ne restait qu'un bout de fromage, un canon de rouge et un bon beefsteak? On va voir ce qu'en disent les réseaux. Ce serait déjà un bon début. On va parler également d'un nouvel écosystème numérique pas encore exploré ici sur PSI. On va vous parler de l'armée sur les réseaux sociaux, d'un influenceur kaki, Mike Eko, l'influenceur en Rangers. Allez, c'est parti pour une heure de décryptage. La politique est sous influence et nous, on est là pour que vous n'en ratiez pas une miette. On est bon. Ça y est, c'est historique, Juliette. La gauche est descendue en dessous de 25% des intentions de vote au premier tour. Alors, on comprend qu'ils soient tentés de se regrouper pour peser, enfin plutôt pour ne pas être totalement éliminés. Il y a des côtés réflexes de survie là-dedans. Mais ce que vous nous expliquez, c'est que ça ne va pas suffire. C'est bien cela ? Exact. Et beaucoup rêvent encore d'une union des gauches et sont des convertis de la 25e heure à la fameuse primaire populaire. Vous avez entendu parler, n'est-ce pas ? C'est le cas de Christiane Taubira, qui ne lâche rien malgré l'évidente division qui règne pourtant sur le sujet. Mais il me semble que Anne Hidalgo avait tout fait, si ma mémoire est bonne, quand elle s'est lancée dans l'aventure de la présidentielle avec son ami Olivier Faure, pour ne surtout pas avoir à traverser l'épreuve de la primaire. Elle ne voulait, enfin c'était vraiment pas de primaire, c'est ça ? Elle avait pourtant étonné tout le monde en se positionnant en partisane de la primaire sur TF1, faut le rappeler. Elle fait désormais... C'est-à-dire que la principale adversaire de la primaire s'est muée en partisane de la primaire. Et elle était partisane, vous vous en rappelez, on avait même parlé ici. Elle fait désormais machine arrière et elle a d'ailleurs dévoilé son programme dans son coin jeudi dernier. Elle nous avait dit qu'il fallait organiser une primaire de la gauche arbitrée par les citoyens. Ce qu'elle avait clamé, force est de constater que le manque d'entrain de ses adversaires l'a poussée à changer d'avis. Donc on a phase 1, une Anne Hidalgo qui est contre la primaire, phase 2, une Anne Hidalgo qui est pour la primaire, et là on va avoir une phase 3 en fait. Et oui, c'était sans compter sur l'ancienne garde des Sceaux qui a officialisé devant les caméras dimanche dernier sa participation à la primaire populaire, cet événement citoyen qui pourrait se tenir entre le 27 et le 30 janvier. On l'écoute. Les enjeux, c'est ce qu'il nous faut faire pour éviter que cette société continue à se disloquer. Et je dis très clairement aujourd'hui, d'ores et déjà, moi, je prends mes responsabilités. Et j'annonce que j'accepte les règles de la primaire populaire. Et voilà, Christiane Taubira semble motivée donc à braver les risques de la démocratie, mais malheureusement, une primaire n'a de sens que si on est confronté à la concurrence. Et il faut dire que pour le moment, c'est un peu mal parti, Guillaume. Alors je crois que Juliette, vous êtes un peu trop jeune pour avoir connu la chanson de Renaud, je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Mais non, je ne suis pas trop jeune pour avoir connu cette chanson, je la connais très bien. Je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Et voilà, et Madame Taubira, c'est une primaire de la gauche populaire à elle toute seule, c'est bien ça l'idée ? Et bah oui, parce que Yannick Jadot a carrément rejeté cette option. Il s'est d'ailleurs fendu d'un tweet peu flatteur à l'intention de Madame Taubira. Je cite, il y a des candidats qui arrivent sans projet à 90 jours du scrutin et ce n'est pas insulter son intelligence que de dire Christiane Taubira, pour le moment, n'a fait qu'une vidéo de 3 minutes. Ah, ça casse là. De plus, on oublie aussi tout rêve de participation de Jean-Luc Mélenchon qui n'est toujours pas revenu sur son refus. Parce que le leader Maximo du peuple de gauche, deux mensonges en un, c'est-à-dire qu'il serait de gauche et en plus il y aurait un peuple, voilà. Mais lui, évidemment, il est en position de force. On comprend bien qu'il n'a pas besoin. En réalité, si on réfléchit, Juliette, ça veut dire que cette primaire, c'est un moyen, c'est un tremplin. C'est-à-dire qu'ils cherchent l'effet Pécresse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de charisme, mais la primaire peut leur donner un charisme. Une légitimité. Or, il faut bien se rappeler que la primaire, normalement, c'est un moyen de départager des candidats qui ont déjà beaucoup de force, de légitimité et de charisme. Et comme il y a trop de bons, il faut faire le tri entre les bons. Et là, ce sont des moyens, des poids plumes qui veulent être propulsés et avoir de la
densité grâce à la primaire. Donc ça marche pas. Et le Parti Socialiste, pourtant, n'avait pas totalement perdu espoir de les faire changer d'avis. Mi-décembre, on avait Olivier Faure, le premier secrétaire, qui avait appelé les militants à s'inscrire massivement à la primaire populaire, justement, pour voter Anne Hidalgo. Je rappelle que Madame Hidalgo est en très forte difficulté dans les sondages. Elle est tombée donc de 5 à 4%, voire 3 de nos jours. Donc là, ça, on atteint vraiment le fond électoralement parlant, pour deux raisons. D'abord parce que quand on n'atteint pas le seuil des 5%, on n'est pas remboursé, et qu'ensuite la marge d'erreur est à 2%. Donc quand on est à 3, on n'est pas loin de 1 ou de 0. Oui. Voilà, une défaite à la primaire populaire lui aurait peut-être permis de sortir de cet enfer un peu... C'est vrai, la tête haute, finalement. Voilà, enfin la tête haute, pas vraiment, mais d'en sortir de cet enfer aussi financier, du coup, et aussi peut-être de sauver un peu les meubles aux législatives grâce à un accord avec les écolos. Mais comme personne n'est revenu sur sa décision, Anne Hidalgo s'est vue contrainte ce week-end d'annoncer qu'elle ne participerait plus à cette primaire et qu'elle maintenait sa candidature. Les internautes ont pas mal réagi à cette annonce en pointant du doigt l'incohérence de cette reculade. Appeler ses militants à voter puis dire qu'on n'y va plus, c'est pas terrible en effet. Sur les réseaux, on a même une grève de la faim qui a été annoncée par plusieurs élus et militants. Parmi eux, 2 écologistes, Pierre Monnier et Martin Hilson, mais aussi Pierre Larouturou de Nouvelle Donne. C'est beau d'avoir une grande cause comme ça. 7 jeunes autres militants de Génération Climat. J'espère que tout va bien pour eux. C'est pas la première fois que des militants, Guillaume, tentent le tout pour le tout afin de voir se réaliser. Ça s'inscrit dans une longue tradition de grève de la faim. C'est la grève de la faim de Gandhi pour obtenir la libération de l'Inde, la grève de la faim aussi des gens pour lutter contre la faim dans le monde. Et là, c'est pour la primaire, c'est ça ? C'est ça, c'est pour l'union des gauches. C'est de plus en plus grandiose les causes qui déclenchent la grève de la faim. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette vidéo qui avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. On voyait 3 jeunes assez déterminés, assis par terre dans la rue devant le QG de Jean-Luc Mélenchon avec une pancarte appelant au rassemblement des gauches. Et ils avaient à cette occasion préparé une petite chansonnette. On écoute. On s'en va pas tant qu'on l'a pas, tant qu'on l'a pas. Viser l'union, ça ne fait pas peur. Virer Macron, j'y crois encore et encore. Marine Le Pen, c'est même pas la peine. On va y arriver et cette fois on va gagner. Voilà. On est très très loin de l'international quand même. C'est possible. Ça, je crois qu'il faut le dire. C'est possible. Ouais. Ça n'a malheureusement pas changé la vie de Jean-Luc Mélenchon. C'est plus près des Télétubbies que de Jaurès là quand même. Mais... Voilà, c'est très compliqué. Je rappelle que Anne Hidalgo et Christiane Taubira sont au coude à coude dans les sondages, à peu près 3,5% d'intention de vote, on l'a dit, alors même que leurs situations politiques sont très différentes. Anne Hidalgo galère, on peut le dire, depuis le lancement de sa campagne en septembre, et l'ancienne ministre de la Justice, elle, atteint le même score qu'elle en ayant à peine débuté. Mais Christiane Taubira n'a cependant pas pour l'instant, elle a pour l'instant qu'une mini-équipe, et comme l'a rappelé Yannick Jadot, elle n'a pas fait pour l'instant de propositions concrètes. En gros, elle arrive un peu tard dans le game. J'aurais peut-être il y a peut-être une solution, c'est le général de gauche, Arnaud, le général de gauche. Et oui, peut-être le dernier espoir. On se rappelle qu'il était lui-même très motivé par l'idée d'une primaire populaire des gauches, notamment lors de son extraordinaire campagne téléphonique qui nous a fait tant rire sur les réseaux sociaux. Bonjour Anne, c'est Arnaud. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Peux-tu me rappeler ? Rappelons-nous, amitié, amitié. C'est le call center de la gauche. Voilà, donc soyez honnêtes, avec ces 1%, le candidat de la remontada ne sera pas d'une grande aide, non plus à l'ancienne députée. Bref, pour la primaire et pour Taubira, c'est pas gagné, Guillaume. Bon, moi je crois qu'au lieu de rechercher Jean-Michel Trogneux, Charlie, l'Arche perdue, je ne sais trop quel délire, les internautes, surtout qui se sentent de gauche, feraient mieux de chercher la gauche. Mais on l'aurait peut-être retrouvée, figurez-vous Juliette. Oui, elle peut être rouge comme le communisme, rouge comme le pinard. On va parler peut-être du dernier candidat de gauche qu'on pourrait dater au carbone 14. On va voir ça tout de suite après. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Voilà, comme je vous l'annonçais Juliette, on va pas non plus faire durer trop le suspense, on a peut-être retrouvé la gauche au sens du métro, du RER à 5h du soir, la gauche au sens du peuple, parce que le coca sans sucre c'est possible, la gauche sans peuple c'est quand même compliqué, et on l'aurait peut-être retrouvé sur les réseaux. Et oui, donc vous savez pertinemment Guillaume, aujourd'hui en politique comme en buzz, tout se passe sur Twitter, n'est-ce pas ? Bien cette semaine, ça n'a pas loupé, j'ai envie de dire pour une fois, on a trouvé quelqu'un là où on ne l'attendait pas, contre toute attente, et juste pour mettre un peu d'ambiance, Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle, s'est fendu d'un tweet qui n'est pas vraiment passé inaperçu. Au cours du live tweet de son passage dans l'émission de France 3 Dimanche en politique, voilà ce qu'il a dit. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès,
à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc le meilleur moyen de défendre le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Et je dis que le bon et le beau, je pense à l'art, dont on a parlé au début de l'émission, tout le monde doit y avoir accès. Des petites choses quand même. Bon, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Alors là, vous allez me dire, mais Juliette, vous n'avez pas des news un peu plus croustilles à me raconter que Roussel qui aime le fromage? Mais c'est parce que vous n'imaginez pas ce que ça a déclenché, cette sortie sur la twittosphère, Guillaume. Ah non, j'imagine pas. Aussitôt, Sandrine Rousseau, qui elle est plutôt toujours là où on l'attend, s'est mise à hurler et se rouler en boule devant le patriarcat déchaîné. Une fois calmée, elle a dégainé son smartphone, elle a rétorqué au candidat, pour faire dans l'originalité, que le couscous est bien le plat préféré des Français, Guillaume. Ah, ok, boomerette. Ce kamikaze de Roussel a prononcé le mot qui renvoie directement aux heures les plus sombres. Le mot qu'il ne faut pas dire. Le pauvre malheureux a osé prononcer le mot France. Mais si, non, vous imaginez. Non, mais là, c'est la boulette, c'est le dérapage. Immédiatement, les woke illuminés de la nouvelle gauche se sont mis eux aussi à hurler, à accuser Fabien Roussel d'être un facho, un oppresseur, qui en plus d'être un vieux mâle blanc cis hétéro fait l'apologie du jambon beurre. Enfin bon, ici sur Politique sous influence, on n'est même plus étonné. Et du coup, de l'autre côté, le camp de la droite nationale ne se sent carrément plus des vertiges de bonheur face à tant de patriotisme de la part d'un candidat communiste. Ils le voient déjà à leur côté au prochain meeting d'Éric Zemmour. Les voilà qui se mettent à le défendre, à l'élever au rang de résistant. Bon, sans doute qu'ils n'ont pas tort. Et à faire monter la sauce, résultat, ce tweet banal comptabilise aujourd'hui plus de 10 000 mentions j'aime, 3 000 tweets cités. Et ce qui n'est pas une petite chose d'ailleurs quand on parle juste d'un bout de saucisson. Et du coup, Taha Abouaf, ce journaliste engagé, lui aussi hurle devant tant de fascisme et fait pratiquement une syncope. Il tweet à quoi jouent les cadres du Parti communiste français qui soutiennent cette dérive dangereuse de Roussel. Le glissement qui est en train de s'opérer est terrifiant. Presque toutes les figures de l'extrême droite organisée applaudissent et soutiennent la nouvelle ligne du Parti communiste. Oui, parce qu'il faut bien se dire que la Wehrmacht posait surtout un problème parce qu'il mangeait du cochon et voire du chou, voire la bière. C'est ça qui posait problème avec le nazisme. Réac de Fabien Roussel, c'est un problème lui, gastronomique. Il n'a rien vu venir, Guillaume, et il assume totalement sa promotion de la gastronomie française dans un langage fleuri sur RMC. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez pris, monsieur Roussel? Dites donc. J'ai pas compris. Franchement, alors là, je suis tombé sur le cul. J'ai parlé sincèrement, comme je le fais d'habitude d'ailleurs. Je suis convaincu que la gastronomie française, ça fait partie des grandes richesses de notre pays et qu'il faut pouvoir la défendre et que le meilleur moyen de la défendre, c'est que tout le monde y est accès et que c'est une question de revenus, de salaire, parce que ça coûte un petit peu cher et c'est compréhensible. Le Parti communiste est-il le dernier parti de gauche à aimer encore la France? Alors pour en parler, on a le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir le porte-parole de M. Roussel au Parti communiste, c'est-à-dire Léo Defontaine. Vous êtes avec nous. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Soyez le bienvenu. Alors qu'est-ce qui se passe? On est en train de retrouver l'alliance de la fin de la Seconde Guerre mondiale, RPR, PCF, c'est ça? Non, je pense qu'on est en train de réaffirmer ce que sont les valeurs de gauche et ça fait du bien. Là, ce qui s'est passé, c'est quand même complètement fou. On a fait dire tout et n'importe quoi. Ça me fait plaisir, parce que je m'attendais à ce que vous fassiez une dégringolada à la Montebourg. Mais non, en fait, vous tenez bon. Mais bien sûr, on assume à 100% ses propos. On a fait dire tout et n'importe quoi sur Fabien Roussel, à Fabien Roussel sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a dit? On vient de l'entendre. Il a dit que pour rendre la gastronomie française, l'art culinaire français, pour le défendre, le meilleur moyen de le défendre, c'est de le rendre accessible à toutes et tous. Que chaque Français, s'il le souhaite, et c'est important, s'il le souhaite, on n'oblige personne, à s'acheter une bonne viande, une bonne bouteille, un bon fromage, eh bien c'est ça le meilleur moyen de défendre la gastronomie française. Mais aujourd'hui, il n'est pas normal et c'est contre ça que vous êtes conscient que dire ça, d'après ce qu'est la gauche aujourd'hui, c'est plus du dérapage, du triple salto arrière. Vous êtes au courant? Sur la glace. On est au courant, on vient de l'apprendre depuis une semaine comme tout le monde, j'ai l'impression, mais c'est quand même fou que cette position fasse trembler les murs à gauche et même au-delà de la gauche, de trembler tous les murs politiques. Moi je pense qu'aujourd'hui on a un problème, c'est que moi vous savez, le lundi matin, le lendemain de cette polémique, j'étais sur une université pour discuter avec les étudiants de l'accessibilité à une restauration saine et de qualité, notamment d'accéder à la bonne viande, d'accéder à un bon fromage.
Aucun étudiant n'est venu me dire mais c'est un scandale, vous venez défendre la viande, vous venez défendre le réchauffement climatique ou que sais-je. J'ai fait le même message sur Twitter le soir, je me suis fait tomber dessus, mais rouler dessus par une faune de militants venus de tout genre, venus m'insulter de tous les noms. Moi ce que je dis c'est que je pense que ça ferait du bien à ces militants de temps en temps de descendre de leur vélo, de relever la tête de leur iPhone et de se rendre compte que tous les Français ne vivent pas dans les réseaux sociaux ne sont absolument pas représentatifs de la population, de ce que vivent les gens au quotidien, mais surtout je me disais aussi un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, ça représente des gens qui travaillent derrière aussi. Mais bien sûr, c'est défendre les producteurs français. Tout à fait. C'est défendre les producteurs français. On a le même débat d'ailleurs sur la baguette de pain aujourd'hui avec Leclerc. Aujourd'hui, Leclerc nous dit que pour que les pauvres puissent manger une baguette, on l'a fait baisser à 30 centimes, quitte au détriment de la qualité. Donc les pauvres pourront accéder à des baguettes de piètre qualité, qui ne sont pas du tout représentatives d'ailleurs par ailleurs de la gastronomie française, et ceux qui peuvent se le permettre pourront acheter tous les jours une bonne baguette. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que n'importe quel Français puisse aller chez un artisan boulanger, s'acheter sa baguette, non pas en rémunérant en dessous les producteurs, mais bien en augmentant les salaires. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut manger bio. Vous ne trouvez pas plus convaincu que moi sur le fait qu'il faut en effet davantage manger bio. Mais les Français... Encore faut-il en avoir les moyens. Voilà, les Français mangeront bio lorsque les salaires augmenteront et que le SMIC sera à 1 800 € par mois, comme le propose Fabien Roussel. C'est ça que nous disons. Mais donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose, non pas de pourri au royaume du Danemark, mais il y a quelque chose qui sent un peu le fromage dans une sorte de gauche autoproclamée, qui d'ailleurs ne pèse pas beaucoup dans l'opinion publique finalement. Donc vous, qui êtes héritier d'une tradition, on peut aimer, pas aimer, enfin vous avez comme une trajectoire historique en France, le Parti communiste était aussi le parti des 100 000 fusillés. Enfin, vous n'avez pas envie de vous désolidariser de tous ces gens-là, d'en tirer les conséquences politiques. Tout à l'heure, je blaguais en disant l'alliance entre le gaullisme et le communisme, c'est comme ça que s'est passé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas rappeler quand même que c'est le général de Gaulle qui a offert aux travailleurs français la sécurité sociale. Est-ce qu'il ne faut pas... Oui, complètement, avec les communistes, absolument, main dans la main, contre en fait les notables qui s'étaient couchés devant Vichy, parce que maintenant on nous raconte que c'est le peuple, mais en fait non, c'était les notables. Donc est-ce que vous n'avez pas envie d'en tirer toutes les conséquences politiques sans aucun tabou finalement, et de faire reset, et de faire un peu ce que Macron a fait en prenant justement les notables de gauche et de droite? Est-ce que c'est pas un peu ce qu'ils ont fait en refusant la primaire populaire? Une primaire populaire d'ailleurs où des candidats qui n'ont pas été, qui ne veulent pas y participer seront présents, et d'ailleurs où on note quand même que Fabien Roussel en a été exclu. Je pense que c'est une bonne raison. Enfin, on lui avait demandé, il avait dit non. Et Jean-Luc Mélenchon a dit non et il sera candidat. Pour autant. Il avait dit, Fabien Roussel, oui à une union des gauches, mais tous derrière moi. Je me rappelle. Mais pourquoi pas? Autour de ce beau projet, autour de ce beau programme qu'est la République sociale, de permettre que chaque Français puisse accéder au meilleur, que chaque Français puisse avoir un pouvoir d'achat qui augmente, notamment à travers le travail, un travail qui paye mieux. Si les Français de gauche et même au-delà se retrouvent dans ce projet, rejoignez-nous, rejoignez le Parti communiste français et recréons ensemble, en effet, le programme du Conseil national de la Résistance qui s'intitulait les jours heureux. Et le programme de Fabien Roussel, c'est le défi des jours heureux. Mais c'est pas, bien sûr, c'est pas avec les wokistes que vous allez faire les jours heureux. On est bien d'accord. Ils sont dans cette optique punitive. Au-delà de cette polémique, le fromage, c'est la France moisie, la viande, il faut absolument polluer la terre si on veut manger de la viande, et le vin, c'est qu'on est forcément un islamophobe frénétique. Tout ça, c'est de la folie. Mais derrière tout ça, est-ce que je sais pas, si je vous pose la question, lorsque Georges Marchais expliquait que faire venir des travailleurs immigrés en France, c'est faire baisser les salaires, il était fasciste lui aussi finalement? C'était un nazi avant l'heure? Déjà c'est très réducteur de rabaisser tout le programme de Georges Marchais à ça. Non, ce qu'il disait, c'est qu'il avait fallait quand même dit ça, on est bien d'accord. C'est qu'aujourd'hui, les grands patrons mettaient en concurrence les travailleurs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs dans l'Union européenne, entre les travailleurs. Donc être de gauche, ça peut être aussi, sans aucun racisme, être contre le fait, parce que les gens qui viennent, les migrants, c'est pas une partie de plaisir s'ils viennent immigrés, on est bien d'accord. Donc c'est peut-être arrêter de faire le jeu des multinationales ou du patronat, non? C'est ça, je pense que c'est ça la définition d'être de gauche. C'est justement arrêter de faire le jeu et de se faire dicter la politique. Donc finalement, M. Zemmour est plus à gauche que M. Jadot? Je ne pense pas, et je n'irai pas jusque-là quand même. Madame Le Pen en tout cas. Zemmour ni Le Pen. N'essayez pas de lui faire dire des choses. Ni Zemmour ni Le Pen ne défendent la hausse des salaires, ni le pouvoir d'achat. Au contraire d'ailleurs. Au contraire, ça serait mentir que de dire que cela. Quand on les interpelle sur ce sujet, ils n'ont aucune mesure restrictive pour permettre d'empêcher les délocalisations.
pour permettre d'augmenter les salaires. Donc aujourd'hui, les Français, c'est se fourvoyer que de penser qu'ils sont de gauche ou qu'ils ont une politique de gauche. Non, aucunement. Bon, je ne vais pas rentrer dans un autre débat, ce serait vraiment un autre débat, même si ce serait passionnant, mais en tout cas, force est de constater, vous m'attirez quand même sur ce terrain, que Marine Le Pen, sans aucunement la défendre, elle a quasiment les mêmes mesures de hausse de salaire, de protection contre la hausse de l'énergie, par exemple, que Anne Hidalgo. Enfin, ils ont fait quasiment les mêmes déclarations. D'ailleurs, si on retire le nom et on retire la marque, vous entendez exactement la même politique, non? Sauf que, pardon, il y a quand même une différence, et je voudrais vous entendre là-dessus, c'est que Madame Le Pen, elle a des ouvriers qui votent pour elle, et Madame Hidalgo avec des bobos. Mais sinon, c'est quoi la différence? Bon, vous savez, il y a plus grand monde qui souhaite voter pour Anne Hidalgo, je pense, aujourd'hui, mais la réalité, c'est que Marine Le Pen a été interpellée sur l'augmentation du SMIC, sur l'augmentation des salaires. Elle y a refusé. Catégoriquement. L'augmentation des salaires des ouvriers, elle y est opposée. Non, aujourd'hui, Marine Le Pen fait partie de ces candidats qui défendent le capital en France. Non, j'en suis persuadé. Et le fond de votre pensée, c'est quoi? C'est parce que elle a cet héritage de l'extrême droite de son père? C'est pas encore une fois pour parler d'elle, c'est pour parler de l'avenir de la gauche. Ou c'est parce que finalement, plus personne à gauche, à part peut-être un petit peu vous, n'a articulé un programme réaliste pour qu'en fait, on en finisse avec la mondialisation? Vous savez, aujourd'hui, la situation à gauche et ce qui s'est passé depuis une semaine est révélateur en effet de la situation à gauche. Nous, ce que nous voulons, c'est justement que la gauche se restructure autour des idées de gauche. Voilà, ça me paraît pas aberrant. Mais aujourd'hui... c'est ça, des idées et de gauche, c'est deux trucs qui manquent, quoi. Sauf chez Fabien Roussel. Et je pense que ça fait du bien, justement, d'avoir un candidat à gauche qui porte ces revendications-là. Là, ce qu'on a vu depuis une semaine, c'est montrer quel candidat était prêt à se positionner sur certaines problématiques. Et Fabien Roussel a montré que lui n'avait pas peur de parler des vrais sujets, des sujets de la réalité des Français, contrairement à beaucoup de... Vous avez bien défendu vos couleurs. Léo de Fontaine, merci d'avoir bien voulu accepter de répondre à nos questions. Restez avec nous, nous allons vous parler de la grande muette sur les réseaux, de la tribune des généraux, des dérapages dans l'armée, de la popularité aussi des forces armées en France avec un influenceur kaki. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Bienvenue de retour. Savez-vous, Juliette, pourquoi on dit de l'armée qu'elle est la grande muette? Non, mais vous allez me l'apprendre, Guillaume. Ah, j'adore, faut me le refaire. Non, mais vous allez me l'apprendre, Guillaume. Ça va être un mème, c'est ça, ça va être un mème. Bon, cette expression, en fait, date du début de la Troisième République. À l'époque, les soldats étaient privés de leurs droits civiques parce qu'on considérait qu'il était trop dangereux de les laisser se disperser partout sur le territoire pour aller voter. Donc, pas le droit de vote. On leur couper le sifflet démocratique. Bon, évidemment, ces temps ont bien changé. Mais vous allez nous expliquer, Juliette, que l'armée est de moins en moins muette sur les réseaux. Dernièrement, et plus précisément en décembre, l'armée a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux et malheureusement, cette fois-ci, pas en bien. Des vidéos avaient explosé sur Twitter après qu'elles aient été postées par le photojournaliste Louis Viter pendant son reportage à Calais. On y voyait un véhicule de Vigipirate faire des dérapages, manifestement pour s'amuser, en face d'un camp de migrants à Calais. La voiture roule à vive allure dans un terrain vague avant de s'embourber. Il décrit également la scène avec ces mots sur son compte, je cite, « À plusieurs reprises, le véhicule de Vigipirate occupé par des militaires armés est passé dans les flaques et devant les tentes de ce terrain vague à la sortie de Calais où vivent environ 500 personnes, 500 migrants. Les militaires sont sortis avec leurs armes du véhicule en attendant quelqu'un pour les dépanner. » Oui, ça c'était pas vraiment à la gloire des armées françaises. Il continue son récit et raconte que certains migrants, en tombant dans la boue, étaient venus aider les CRS carrément à dégager le véhicule qui a finalement pu être dégagé après plusieurs heures. Bon, manifestement, on n'était pas sur le haut du panier. Non. Sur Twitter, l'armée de terre avait annoncé dès dimanche, le dimanche suivant, l'ouverture d'une enquête de commandement et avait promis des sanctions. Il faut dire que, comme très souvent sur les réseaux, les vidéos étaient devenues virales et avaient cumulé plus de 500 000 vues, ce qui, on s'en doute, n'est pas vraiment la com dont rêve l'état-major au quotidien. Pas vraiment. Dans un communiqué, elle avait d'ailleurs qualifié la scène d'inadmissible et précisé que le conducteur du véhicule avait eu un comportement totalement inapproprié en se livrant à des manœuvres dangereuses. Après avoir fermement condamné, on s'en doute, elle en a profité pour faire un rappel bien mérité à l'exigence d'exemplarité qui s'impose aux militaires des armées françaises. Malheureusement pour nos amis de Sentinelle, le mal était déjà fait et l'affaire a été reprise par plusieurs personnalités politiques. Pour certains, déjà pas des grands fans de la famille Mili. Donc on peut citer par exemple la députée Europe Écologie Les Verts, Karima Deli sur Twitter, qui dit « Des femmes, des hommes et surtout des enfants ont peur, ont faim et ont froid et à quelques mètres des militaires font joujou avec leur 4x4, c'est honteux. » Mais si je vous raconte tout ça, cette histoire, Guillaume, c'est que c'est pas la première fois que des militaires français font de la mauvaise pub sur les réseaux sociaux. Et il y a un média qui ne les a jamais ratés, c'est Mediapart. Ah oui, là c'est en mode rafale. La traque aux nazis
oui, ils adorent ça chez Edoui. Et on peut dire que cette fois-ci, la mèche avait été bonne. Une enquête avait été la pêche aussi. La pêche, pardon. Une enquête avait été publiée par eux qui révélait une 50aine de cas de militaires néo-nazis au sein de l'armée. C'est-à-dire que, bon, Edoui Plenel, il est un peu à Serge Klarsfeld, parce que les doublures de Claude François sont à Claude François. C'est-à-dire, il résiste à la manière de BHL au Troisième Reich, en bras de chemise, à main nue, mais 80 ans après l'effondrement du Troisième Reich. Donc c'est un héros. Mais enfin, blague à part, je crois que pour une fois, le camarade Edoui Plenel n'avait pas totalement tort d'épingler ces tristes cires. Ouais, il faut bien admettre que les petits nazillons épinglés par Mediapart étaient indéfendables. Sur leurs réseaux sociaux. La 7e compagnie de l'intelligence cumulait à peu près tous les clichés de la bouffonnerie haineuse, que ce soit les saluts nazis dans les vidéos, des poses devant des drapeaux à croix gammée, des messages à la gloire de la Waffen-SS ou des Heil Hitler à tout bout de champ. Et tout ça à visage découvert sur leur Insta, en mode photo de vacances à la Baule, et en uniforme. Limite, si Mediapart n'avait pas un chemin fléché jusqu'à eux en sortant du métro, ils auraient pu aussi bien les appeler eux-mêmes. On écoute un extrait d'une vidéo reportage justement de la chaîne À l'air libre de Mediapart. Cela concerne donc 14 régiments de l'armée, surtout ceux de la Légion étrangère, mais pas seulement. Ça concerne aussi des militaires du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, du 35e régiment d'infanterie, du 132e régiment d'infanterie cynotechnique et bien d'autres. Ces 50 militaires ne sont pas isolés les uns des autres. Certains sont en contact via les réseaux sociaux, d'autres posent carrément ensemble sur des photos. Cette appartenance affichée à l'idéologie néo-nazie pose question sur la façon dont ces militaires exercent leur métier. Ah, c'est donc une réelle. Vous avez entendu la petite musique angoissante dans le fond. Oui, tout à fait. Ça rajoute. C'est donc une réelle mini-filière de nazillons qu'ont voulu ici dénoncer les journalistes, mais également ce qu'ils décrivent comme l'insupportable passivité de la ministre Florence Parly et de son ministère des Armées. Il véhicule une idéologie qui n'a absolument pas sa place dans nos armées et il faut prendre cela avec énormément de sérieux et c'est ce que nous faisons. Ce sont des cas qui sont heureusement extrêmement rares, mais ce n'est pas parce qu'ils sont rares qu'on ne doit pas y prêter une grande attention et ne pas prendre de sanctions. Voilà, mais d'après Mediapart, après avoir soumis au ministère tous les éléments recueillis lors d'une première enquête avec largement de quoi radier les mises en cause, leur enquête montre apparemment que certains militaires sont encore en poste aujourd'hui et que, face à leur étonnement, une source interne leur aurait confié que l'un d'entre eux était, je cite, trop précieux pour être viré. C'est étonnant. Et s'il est parfaitement inacceptable qu'un seul de nos militaires français puisse se comporter de la sorte en toute impunité, nous allons quand même nous poser deux questions. Qu'est-ce qui fait du mal à l'armée aujourd'hui ? Les dérives sont-elles réelles ? Sont-elles représentatives ? Sont-elles nombreuses ? Quel est l'impact aussi des réseaux sociaux sur l'image de l'armée de terre française ? Et les règles sont-elles assez strictes ? Oui, alors Juliette, ces deux questions sont très bonnes. Il y en a aussi beaucoup d'autres qu'on a envie de poser. Et pour y répondre, on reçoit un influenceur, TTA, comme dit dans le jargon militaire, un influenceur qui va bien. Un influenceur, en fait, non pas un influenceur, l'influenceur milite de sa génération. Nous recevons Mike Echo. Bienvenue. Merci. On reconnaît le côté laconique de l'armée. Non, soyez le bienvenu sincèrement. Donc on va parler avec vous de l'image de l'armée plus généralement. Je vous voyais hausser les sourcils à juste titre parce que quand vous dites que un personnel, comme on dit dans le jargon militaire, un personnel est trop précieux pour être viré alors qu'il fait n'importe quoi, c'est quand même assez bizarre, non ? Moi, ça me paraît très bizarre. J'ai pas les tenants et aboutissants de cette histoire, mais quelqu'un qui soit impliqué dans un milieu ultra racialiste, comme le stipule l'enquête de Mediapart, soit jugé trop précieux pour être gardé dans l'armée, je me demande s'il est général, mais sinon, je vois pas comment on peut garder quelqu'un comme ça. 3 étoiles encore, oui, minimum. Au moins. Bon, blague à part, est-ce qu'on peut dire, pour évacuer cette question, voilà, parce que ces nazillons sont totalement indéfendables, il faut les mettre dehors de l'armée à coups de pied dans les fesses, est-ce qu'on peut dire que finalement, certains régiments pourraient attirer des nazillons, exactement comme on va retrouver bizarrement, on va dire, plus de pédophiles qui sont moniteurs de colonies de vacances. Mais en aucun cas, les moniteurs de colonies de vacances sont pédophiles et en aucun cas, l'armée est nazie. Enfin. Ah bah si, nous on était tous nazis, tous les matins on chantait Erika pour aller, voilà, on levait le drapeau du 4e Reich, et en fait j'ai tellement fait de salut nazi dans ma vie que j'ai des tendinites dans le bout du doigt maintenant. Non mais faites attention parce que
Plus sérieusement, blague à part. Certains vont y croire, c'est le problème. Non, c'était une blague, c'était une boutade. Oui, non, mais vous avez parfaitement raison d'ironiser. C'est très très minoritaire, c'est ce qu'on veut dire. En fait, je vais prendre l'exemple. Donc, dans l'armée, ça représente à peu près, si on prend toutes les forces, à peu près 200 000 personnes, à peu près. Okay. C'est à peu près la ville de Rennes. Si dans la ville de Rennes, il y a 150 royalistes, est-ce qu'on peut dire que la ville de Rennes est une ville royaliste, une ville fasciste? La réponse est non. Partout où vous allez à Rennes, rien ne fait penser que c'est une ville de droite, notamment sur les stickers, comme sur la population, comme sur la culture. Donc en fait, on peut pas englober toute l'armée là-dedans. Faut savoir que sur tous les gens qui ont été cités par Mediapart sur la première enquête, c'était celle que j'avais suivie, il y en avait qui n'étaient plus à l'armée ou qui n'étaient déjà plus dans la force. C'était un groupuscule de personnes qui se connaissaient tous, comme l'a mentionné l'enquête. Et ensuite, il y a eu énormément de sanctions. Donc moi, je le vois sur Mike Echo. J'ai 2-3 fois, je suis rentré en contact avec des gens qui ont commenté des stories, avec qui j'ai un peu parlé, et qui m'ont dit je ne suis plus à l'armée à la suite d'une enquête de Mediapart. Donc je ne sais pas combien de personnes se sont fait virer, mais la ministre a pris très au sérieux, à juste titre. Évidemment, c'est normal. Parce que l'armée, même si on a le droit de voter maintenant, on est quand même tenu à un droit de réserve. Et quand on est en uniforme, en fait, on ne représente pas sa personne. Quand on a l'uniforme, on représente son équipe. Donc en fait, quand quelqu'un dit de la merde, excusez-moi du terme, en uniforme, on va pas dire c'est un champion qui a dit une bêtise, on va dire c'est un militaire. Donc du coup, il nuit à tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'armée, avec un esprit de corps, c'est le service public aussi, parce que c'est un service public, et l'État, et en plus, c'est la France, enfin, c'est le drapeau français. Ok. Finalement, comment ça se passe? Parce que vous, on va parler tout à l'heure de votre activité d'influenceur sur les réseaux. Comment ça se passe pour justement les autorités militaires? Parce que vous avez commencé votre activité lorsque vous étiez toujours en service, c'est bien ça? Expliquez-nous. Voilà, donc j'ai créé Mike Echo à Barkhane. On était en train de se chambrer en opération Barkhane, donc en plein Sahel, on était en train de se chambrer avec des potes, et j'ai dit mais pourquoi il n'y a pas de page sur l'armée avec toutes les choses qui se passent? Et paix à son âme, Ronan Pointeau m'a dit t'as qu'à en faire une, et j'ai dit c'est parti, et grâce au wifi de la logistique j'ai pu créer Mike Echo. Et comment ont réagi les autorités militaires? Parce qu'on sait qu'elles sont toujours un peu stressées. La réaction, je pense qu'elle s'est fait un peu en dents de scie. Il y a eu des moments où ils m'ont vraiment pas aimé. Il y a eu des moments où ils se sont dit bon, ça va. Vous avez peut-être franchi des lignes rouges entre nous, non? Oui, 2-3 fois j'ai... Racontez-le tout. Il y a prescription. Je suis un homme simple. Même parler, vous n'écoutez pas. Donc du coup, je ne réfléchis pas toujours. Et il est vrai que j'ai parlé 2-3 fois de situations qui ont un peu froissé les autorités. En plus, il s'avère que j'ai un petit côté justicier Robin des Bois en moi, donc forcément quand il se passe des trucs à l'armée tels que les trop perçus ou les problèmes de paye avec le système louvois, j'ai eu tendance à en parler avec pas forcément toute la diplomatie qu'il fallait. Donc il y a eu de temps en temps. Parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de syndicalisme dans l'armée. Non. Et donc finalement vous avez servi un peu vous êtes improvisé syndicat. Ou de soupape de soupape en fait, ce qui peut être intéressant pour la hiérarchie de mesurer un peu ce qui se passe et le mécontentement de la base, non? Alors à l'heure actuelle, maintenant, on est un peu plus en contact avec la hiérarchie justement pour essayer de trouver des solutions face à des problèmes et à des thématiques. Et on a un canal de discussion qu'on n'avait pas au début parce que justement j'étais un peu imprévu. J'étais ce qu'on appelle un caporal stratégique. En gros, un caporal stratégique, c'est quelqu'un qui sort de nulle part, un militaire du rang, et qui vous foire une OP de com. J'étais un peu ça parce que je suis arrivé, j'ai commencé à faire des montages, à parler de réalité de l'armée. Et l'armée est une grande muette. L'image qu'on a de l'armée quand on n'est pas dans l'armée n'est pas la même que celle qu'on a quand on est dans l'armée, tout simplement. Donc vous avez combien d'abonnés sur Mike Echo aujourd'hui? Vous êtes sur Facebook et vous êtes sur Instagram, c'est ça? Je crois que sur Facebook, on est à 80 000 et sur Instagram, je dois être à 44 ou 45 000. Voilà, donc ça partait quand même d'un groupe d'humour, de boutade, mais vous avez, j'imagine, énormément de militaires qui vous écrivent au quotidien et qui vous font part de leurs témoignages. Vous les écoutez, vous répondez, vous donnez des conseils à ces gens? Alors en fait, voilà, c'est parti comme une grosse bouffonnerie de caserne qui est un peu partie en vrille. Et puis ensuite, on a eu beaucoup de gens qui nous ont contactés pour parler de leurs problèmes avec des mots réels, aussi bien psychologiques que physiques. Et c'est là que je suis rentré en contact avec le président de l'association 30 jours de mer, qui est une association de blessés de guerre, et on a monté justement un programme d'écoute, non pas pour s'improviser psychologue ou quoi que ce soit, parce que moi j'ai pas fait d'études, hein, donc j'ai pas le niveau de psy, mais néanmoins pour justement, parce que des fois il y a peut-être un peu de timidité dans l'armée à s'ouvrir et à parler de ses problèmes, puis il y a la hiérarchie, etc. Et en fait le fait de nous contacter et de contacter donc 30 jours de mer, ça fait que les gens vont pouvoir parler
et ensuite on va les rediriger vers des professionnels soit de la santé, soit leur trouver des solutions, soit les écouter. Vous faites un Donc vrai en fait, travail quand même. d'une bouffonnerie de caserne, on s'est dit qu'on pouvait servir la cause en bien. Bon, on va en parler juste après la pause. Oui, avec le caporal stratégique. Et vous nous parlerez un peu de justement quels sont les problèmes. Quel est le moral des troupes, Voilà, le moral des les troupes, relations entre l'armée et la nation. On va parler donc Treillis, Hamas, OPEX, Rangers, VAB. On va parler de l'armée Les gros française. camions qui font des drifts. Exactement. Non, moins Thomas. On a dit qu'on n'en parlait pas. Alias Mike Echo, l'influenceur officieux des officiers, des sous-ofs, des hommes du rang, des aviateurs, des bifins, des marins. On en parle tout de suite après. Les marins, pas trop. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence, nous sommes de retour et nous sommes accompagnés de Thomas, alias Mike Echo, qui est donc à l'origine de ce groupe Facebook. Moi qui ai des amis militaires, je peux vous assurer qu'ils m'en ont très souvent parlé et qu'ils vous suivent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. À l'époque, vous n'aviez pas révélé votre identité car vous étiez en service, mais voilà que vous êtes désormais civil et ce qui nous donne la joie de vous recevoir aujourd'hui. Vous allez nous l'expliquer, j'espère, mais ce qui partait donc au départ d'un groupe à fin humoristique, doté d'un humour que seuls les mecs qui ont crapahuté dans l'armée peuvent comprendre, c'est-à-dire un humour subtil et raffiné, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Eh bien, aujourd'hui, vous œuvrez bien au-delà Sans un peu de d'ironie, ça, là, non ? en vous improvisant comme une sorte de coach pour vos abonnés, que ce soit en matière de tir, de sport, ou quand vous répondez aux nombreux messages de vos abonnés et que vous écoutez leurs témoignages, mais aussi en mettant tout simplement l'armée française en lumière à votre sauce, c'est-à-dire toujours dans l'humour et dans l'ambiance gros bras, gros camion, gros courage. Moi, personnellement, ça me plaît pas mal. Vous nous racontiez donc tout à l'heure que vous aviez été contacté par le ministère des Armées, avec qui à présent vous vous entendez un peu mieux, et que vous aviez donc vous aviez travaillé avec une association qui s'appelait 30 jours de mer. 30 jours de mer. Et donc vous recueillez les témoignages au quotidien de ces militaires. Qu'est-ce qui aujourd'hui, ou la question que posait Guillaume tout à l'heure, quel est le moral des troupes aujourd'hui ? Le moral des troupes, alors faut savoir qu'en France on a une grande qualité, c'est de se plaindre H24, donc même si jamais on devait descendre d'un hélico en corde lisse sur une île tropicale, il y aurait encore des mecs qui diraient putain flemme, manip de merde. Ça c'est français ou c'est militaire ? C'est très français, Voilà. très français. Et sachant que l'armée est une représentation de la société actuelle, forcément si les Français râlent, l'armée va râler 3 fois plus. D'accord, donc mais sur quoi exactement ? Est-ce que c'est sur un manque de moyens ? Quelles sont les frustrations que vous relevez le plus aujourd'hui ? Alors sur le manque de moyens, j'ai envie de dire de moins en moins, parce qu'il y a quand même eu des gros progrès qui ont été faits sur l'équipement, et ça on peut pas l'enlever. Après, les thématiques où les gens vont être le plus mécontents sont des thématiques légitimes selon moi, notamment sur par exemple les problèmes de paye. Faut savoir que donc quand on a mis le logiciel Louvois, il y a eu des très gros problèmes de paye, des gens qui ont été payés 1 euro et d'autres qui ont été payés 10 000 euros, et ensuite il y a eu des recouvrements qui ont été effectués. À l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de grosses informations sur comment régler ces problèmes de trop perçus, et de temps en temps on a les impôts qui viennent faire des saisies sous compte. Il y a des témoignages qui sont assez effarants donc ça c'est une des grosses thématiques dans l'armée. En termes de politique, j'ai envie de vous dire, nous on s'en fout un peu, à part quand on commence à se faire politiser par des enquêtes à droite à gauche. La plus comment grosse vous avez réagi par exemple à cette tribune des généraux, et comment vos abonnés ont réagi ? Plutôt très mal, j'imagine, non ? C'était assez disparate, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient complètement favorables au truc, et il y en avait qui l'étaient moins. Moi je pense que cette tribune des généraux, elle annonce quand même quelques faits qui sont actuellement réels, qu'on peut pas dénier. Néanmoins, moi, ce que j'en ai pensé personnellement, c'est bien beau de faire une tribune quand on est à la retraite, mais ces gens-là qui murmuraient dans l'oreille de Mitterrand, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Chirac, ils étaient où en fait ? Alors c'est bien beau de faire, je vais me faire taper dessus, mais c'est bien beau de faire une tribune, même si elle annonce des faits réels, en mode on vient sauver le pays, quand on porte des pantoufles et qu'on vit dans un pavillon. Je suis désolé. Pour vous, est-ce que vous partagez l'avis de mon ami colonel Goya, c'est-à-dire qu'il dit que finalement l'armée, ce n'est pas du tout le bon instrument pour établir l'ordre dans les banlieues ? Moi je pense que c'est pas la mission de l'armée en fait. La mission de l'armée, c'est à la rigueur sur le territoire national, on l'utilise pour Vigipirate, pour lutter contre le terrorisme. Alors il y a beaucoup de gens qui s'amusent.
Oui, ce qui vous paraît légitime ou pas d'ailleurs ? Ce qui me paraît complètement légitime, okay. Oui. Même s'il y a les forces de l'ordre qui font aussi un très bon travail là-dessus, on va le faire quand il y a des inondations. Quand ils n'ont pas l'ordre de tir, si vous voulez, c'est un peu gênant. Oui, mais après là, on rentre dans des polémiques. Il y a toute situation est différente. On peut pas, il n'y a pas de cas école. Après, oui, quand il y a des inondations, quand il y a des séismes, peu importe, oui, que l'armée intervienne, il n'y a pas de problème. Après, faire régner l'ordre républicain, c'est une mission de la gendarmerie, de la police. Vous parlez justement du rôle de l'armée. Moi, je vous pose une question. Est-ce le rôle de l'armée de rééduquer nos enfants ? Vous savez que nombreuses sont les personnes, surtout dans le camp de la droite nationale, qui rêveraient d'un retour au service militaire, que Guillaume d'ailleurs a fait. Mais pas que la droite nationale. Vous avez fait votre service militaire ? Moi, j'étais dans un régiment assez militaire, ouais, effectivement. Mais je vais pas raconter mes exploits ici à l'antenne. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est une nostalgie au-delà de droite et gauche. Il y a une nostalgie d'une génération qui est la mienne, qui a fait son service militaire et qui n'était peut-être assez antimilitariste avant le service militaire et qui en a tiré énormément de profit. Et on se rend compte qu'effectivement, il y aura quelque chose par rapport à l'unité nationale qui serait à remettre en place. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'attendais cette question. Donc, en vrai, moi, je sais pas trop quoi en penser parce que moi, déjà, je vois de mon point de vue personnel, j'étais quand même un jeune plutôt turbulent toute ma vie, voire même toute mon enfance. J'ai quand même fait 5 collèges, un petit passage en maison sociale, donc j'étais pas un exemple de bon comportement. Je suis allé vivre en Angleterre et personnellement, je respectais pas trop l'ordre républicain anglais, on va dire. Et l'armée m'a quand même permis de me canaliser et je pense qu'aujourd'hui, je suis une personne... Vous avez donné un cadre ? M'a donné un certain cadre, une certaine rigueur dans ma façon de penser, de travailler, d'agir. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très bénéfique. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens en France qui ne se côtoient plus. C'est-à-dire que les mecs de la campagne ne savent pas ce que c'est qu'un mec de cité, les mecs de cité ne savent pas ce que c'est qu'un mec de la campagne, et le mec de classe moyenne qui vit à Boulogne-Billancourt a des préjugés sur la cité et sur la campagne en fait. Donc en fait ces gens-là ne se croisent pas, mais si on les mettait tous dans la même chambrée à dormir dehors dans des vieux trous de combat à Conjuers où il fait moins 40 000, peut-être que ça tisserait des liens et peut-être que ça permettrait aux gens en fait de se mélanger et de s'ouvrir l'un envers l'autre, tout simplement. Donc moi, j'en suis plutôt favorable. Ce que vous dites est très important. Donc il y a la notion de cohésion nationale, il y a la notion, parce qu'il y a la France archipel éclatée entre les différentes régions, les différents milieux sociaux, la question de l'immigration. Là, il y a de toute façon un effet de cohésion qui est très important à l'armée. Parce que la misère construit le caractère. Moi, j'aime bien dire que l'armée, c'est mes meilleures pires années de ma vie. Parce que forcément, la misère construit le caractère. On se retrouve dans des situations où on est en train de ramasser physiquement et en fait, on va pas chercher à comprendre si le mec à côté de toi il est noir, il est du Ouzbékistan, de n'importe quel pays. En fait on s'en fout, on est ensemble et on a un but commun, c'est d'avancer dans une direction. Donc en fait moi je pense que c'est très important et je pense c'est de mettre un pied devant l'autre. C'est ça. Littéralement. De rester éveillé. Bon, il y a aussi la question du financement d'un éventuel retour au service militaire. Ça va coûter de l'argent et moi je pense aussi à mes copains qui sont encore à l'armée, qui vont devoir se retrouver à encadrer des gens venus de tout horizon et des gens intelligents comme des gens vraiment pas intelligents et qui vont devoir faire un peu la nounou. Donc c'est sûr, c'est un peu embêtant, mais je pense que ça pourrait avoir un effet bénéfique. Vous avez fait des opérations extérieures au cours de votre carrière de militaire ? Or, j'ai fait 3 missions de courte durée et j'ai pris part à l'opération Barkhane et 3 Vigipirates. 3 Vigipirates à Paris ? Un à Conflans-Sainte-Honorine après l'histoire de Samuel Paty. Après on est parti à Roissy, j'ai fait Nice et j'ai fait Vincennes, Belleville. Il y a une frustration de la part des militaires justement sur ces opérations sentinelles d'être utilisés comme protecteurs sur le territoire au lieu de partir à l'étranger. Alors on va revenir sur un des fondements de base de la France qui est de râler constamment. Oui. Alors moi je pense que oui, quand je me suis engagé à l'armée personnellement je l'ai pas fait pour faire Vigipirate et j'étais très content d'être allé dans le désert aussi bien en Afrique que d'être allé au Rajasthan et d'avoir un peu vu le monde. Je pense que la personne qui s'engage dans l'armée n'a pas envie spécialement de se retrouver à se bagarrer à Conflans-Sainte-Honorine. C'est pas intéressant. Après, ça reste une mission et quand on est militaire, on fait un engagement pas pour son bonheur personnel, mais pour donner à son pays. Donc, est-ce que vous sentez qu'il y a un effet générationnel sur l'adhésion à l'armée ? En fait, grosso modo, qu'il y a une génération qui était vraiment antimilitariste et que la jeunesse est plutôt... Quand on fait des enquêtes d'opinion, ça ressort, en fait. L'institution préférée des moins de 25 ans, c'est l'armée. Vous le ressentez, ça, vous ?
Oui et non, mais de toute façon c'est très occidental de scier la branche sur laquelle on est assis. Si on peut se permettre de parler aujourd'hui sur Sud Radio et de dire n'importe quoi si on a envie, c'est justement parce que il y a des mecs un peu énervés qui tiennent le pays entre guillemets. Il y a des mecs comme Alex Frenchsas ou Galix Squad qui vont aller taper les méchants dans les pires contrées du monde. En fait, là vous citez deux autres influenceurs voilà. militaires. Ouais. Et en fait, bon maintenant ils sont plus militaires, mais qui l'ont fait fut un temps. Et en fait, c'est bien beau de critiquer l'armée, mais qu'est-ce que serait l'Occident sans ses armées en fait, tout simplement. Parce que je vous invite à regarder les autres pays au Moyen-Orient, je vous invite à regarder ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Amérique du Sud. Est-ce que il y a des endroits aussi safe que l'Europe en fait? Donc c'est une question à se poser. Donc les gens critiquent l'armée, mais c'est par misinformation. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance de l'armée dans la société. Est-ce qu'il y a une montée du communautarisme au sein de l'armée? On a pas mal entendu parler ces derniers temps. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti? Est-ce que c'est quelque chose que ressentent vos abonnés? Ouais, alors moi personnellement, je l'ai pas trop vu. Moi, j'étais au 21e régiment d'infanterie de marine et je l'ai pas vu du tout parce qu'on était tous unis derrière les troupes de marine. Donc du coup, c'était en mode les troupes de marine et rien d'autre. Après, forcément, il va y avoir le clan des Réunionnais, il va y avoir le clan des Tahitiens, il va y avoir le clan des Bretons. Voilà, il y a des mini mafias dans l'armée. Le Breton qui a paumé une pièce insignifiante sur son optique de nuit, je sais pas moi, qui a perdu un couvercle. Si le mec du magasin optique est breton, il va lui dire de Douarnenez, le Guélec, et c'est parti. Peut-être. Mais en attendant, dans le trou de combat, s'il y a le Réunionnais et le Breton, ils seront ensemble, quoi. Voilà, le binôme sera, voilà. Ok. Non, mais ça c'est absolument essentiel. Ce que vous dites aussi est très important. Les gens en perçoivent relativement peu. C'est-à-dire qu'une société ne tient parce qu'une société humaine, elle peut être exposée à l'ennemi, elle peut être exposée à la guerre, elle peut être exposée à la violence. Donc ça ne tient que parce que certains sont prêts à engager leur vie pour sauver les autres. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'il y a beaucoup d'attentats terroristes qui sont déjoués par les forces de l'ordre, les services de renseignement, etc., etc. Donc, en fait, si on n'avait pas des services si compétents, en fait, on aurait beaucoup plus de Bataclan. Et ce serait vraiment terrible. Et je souhaite que ça n'arrive jamais d'ailleurs. Donc, mais encore une fois, mes potes les plus révolutionnaires touchent le chômage et les APL. Donc, encore une fois, c'est bien beau de vouloir combattre le système quand il nous nourrit, quoi. Elle est belle, la France, elle est belle. D'être venu, Mike Eco. Exactement, merci infiniment. On peut vous suivre sur les réseaux. Suivez-le sur les réseaux. Suivez-nous, PSI, sur Politique sous influence sur les réseaux. Et restez avec nous parce que juste après les infos, vous retrouverez On parle auto avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau qui recevront aujourd'hui le PDG de Kia France. Bon week-end à tous.